Bien, Julie, nous revoilà pour le dernier live de cette journée consacrée au salon virtuel, de la Chambre des métiers et de l'artisanat de région, destiné autour de l'apprentissage, ce qu'est l'apprentissage dans toutes ses dimensions. Je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui ont permis que ce salon se tienne aujourd'hui. Alors bien entendu, tous les visiteurs du salon, dont nous avons déjà quelques personnes présentes pour ce dernier live, que ce soit donc pendant le live ou bien sur les stands au niveau des CFA. On sait qu'il y a de nombreuses personnes actuellement dans les stands et dans le hall qui présentent certains métiers. Je voudrais aussi remercier tous les conseillers et experts, dont certaines nous allons voir encore en suivant, pour les présentations qu'ils ont permis d'avoir. Les jeunes, bien entendu, aussi, dont on a pu avoir euh, connaissance de leur expérience de l'apprentissage, de tous les CFA qui se sont mobilisés autour de cet événement. Et je terminerai par remercier bien entendu toute l'équipe projet qui a mis cela en musique. Kériane Favreau, Roxane Mayoux, Joanne Brunet, Laurie Bernard, bien entendu Julie Froziol, Christophe Rigaud du service communication. Et puis vraiment, voilà, ça a permis… Frédéric Bouissy des Landes. Éventuellement. Il est bon temps de ne pas se citer. Et voilà, en tout cas, toutes ces personnes sont mobilisées. Ça a demandé pas mal de temps, pas mal d'investissement. Et puis, on a vu la qualité de toutes les interventions, et des jeunes en particulier. Donc, nous allons continuer dans ce dernier live, j'en bafouille, sur le coin des parents et autour des questions que se posent les parents avec plusieurs intervenants. Pas Julie. Oui, alors Frédéric, si c'est le dernier live, il est 17h et on entame le dernier live, le forum ne ferme pas tout de suite pour autant, hein, il est bien ouvert jusqu'à 19h aujourd'hui. Vous pouvez continuer à rejoindre les halls, rejoindre les différents stands, poser des questions par l'intermédiaire des chats. Encore une fois, il y a de vraies personnes derrière ces chats qui sont là pour répondre à vos questions. Je vous rappelle également qu'une adresse mail est ouverte. L'adresse, c'est support@passion-artisanat.fr. Que cette adresse reste ouverte même après la fermeture de ce forum et que nous répondrons à vos questions avec plaisir autour toutes vos questions individuelles autour de l'apprentissage. Et pour commencer ce live qui s'appelle Le coin des parents, nous avons le plaisir d'accueillir deux expertes, donc Marie-Christine Bernal-Fustet qui est directrice du CFA Charente-Maritime. Bonjour. 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 Bonjour Marie-Christine. Merci de nous rejoindre. Et nous avons également Aurélie Morin qui est directrice adjointe du centre de formation des Deux-Sèvres à Niort. Aurélie, c'est à ton tour. Alors Aurélie est apparue tout à l'heure en avance. Ouais. Et elle ne peut plus venir. Arriver, je pense, d'ici quelques secondes. Caméra et micro, Aurélie, voilà. On va entamer ce live-là. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsqu'on est parent ou responsable légal et qu'on voit son enfant quitter le milieu scolaire pour s'engager dans la voie de l'apprentissage, eh bien, on peut avoir quelques préoccupations, quelques questions, quelques inquiétudes. Et il est important de rassurer les parents sur le fait que leurs enfants sont entre de bonnes mains quand ils entament un apprentissage. Bonjour Aurélie. Le micro Aurélie, le micro n'est pas ouvert. Décidément, voilà. Parfait. Je vais préciser que je représente aussi le CFA de Parthenay, donc les deux sites. Voilà. Très bien, on va vous laisser, de toute façon, on va vous laisser vous présenter dès que Julie a terminé son introduction et on va vous laisser vous présenter. J'avais terminé, hein, donc j'expliquais, je rappelais rapidement qu'on était donc sur le coin des parents avec j'entendais. Et qu'on souhaitait voilà évoquer toutes ces problématiques et toutes ces questions que peuvent se poser des parents lorsque leur enfant entame ce parcours dans l'apprentissage. On va peut-être donner la parole à Marie-Christine dans un premier temps. Merci, oui. Donc, je suis directrice du CFA de la Chambre de métiers de Charente-Maritime. Donc, nous avons deux sites de formation.
un site principal sur La Rochelle avec à peu près 1600 apprentis et un second site sur Saint-Germain-Lusignan, à côté de Jonzac, dans le sud du département, avec 600, un peu plus de 600 apprentis. Donc, nous avons 5 filières métiers sur ces 2 sites, les métiers du bâtiment, les métiers de bouche, les métiers de l'hôtellerie, les métiers de soins à la personne, les métiers de la mécanique. Voilà, et ce que font traditionnellement tous nos collègues de chambre de métier, bien sûr. Voilà. Merci Marie-Christine. Merci. Aurélie, peux te Aurélie présenter? Morin, directrice pédagogique et éducative des campus de Niort et Partenaires. Oui. Donc, on est aussi un CFA multimétier sur… alors, je ne sais pas si je vais passer tous les métiers, parce qu'on en a vraiment beaucoup. Je crois que c'est important après de répondre à chacun et puis de s'adapter à la situation, parce que sinon, ça va prendre déjà beaucoup de temps et je pense que ce n'est pas l'objet ici. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, si je suis parent d'un jeune qui décide de rentrer en apprentissage, une des premières questions que je me pose, c'est comment je fais pour lui trouver un maître d'apprentissage, comment je m'y prends? Alors déjà, c'est très bien de l'encourager à rentrer en apprentissage parce que c'est une première bonne étape. Et effectivement, s'il est jeune, mineur, il faut l'accompagner. C'est important d'être là, d'être présent. D'autant que les maîtres d'apprentissage apprécient beaucoup aussi de rencontrer les parents. Voilà. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a bien évidemment faire une préinscription au CFA qui va l'accueillir de façon à ce qu'on ait sa candidature et qu'on puisse nous aussi l'accompagner dans sa recherche lorsqu'on a des offres de contrat d'apprentissage, en essayant toujours de cibler, je dirais, les entreprises qui vont le mieux correspondre à son profil. D'une part, on va regarder aussi géographiquement pour éviter des déplacements trop importants. On va regarder aussi le niveau du jeune et aussi ce que l'entreprise, comment travaille l'entreprise de façon à adapter au mieux le profil qui va être celui attendu par le maître d'apprentissage. Il s'agit bien d'un contrat de travail, donc c'est une opération de recrutement, c'est très important. Ensuite, quand on est parent, il faut effectivement pas s'appuyer uniquement sur le CFA, bien évidemment, nous on va avoir une offre, mais il faut aussi accompagner son enfant sur la recherche d'entreprise. S'il a décidé d'être boulanger, il faut aller se présenter. Le mieux, c'est de se présenter. Alors, c'est bien d'avoir effectivement un petit CV, quelque chose qui retrace un peu qui on est, ce qu'on a fait, la scolarité qui a été réalisée, mais le contexte est vraiment très important. C'est la première étape. Et justement, alors vous parliez de scolarité, vous parliez de niveau, et moi, il se trouve que mon enfant a des grosses difficultés scolaires. Ça marche pas du tout, il en peut plus. Très bien. Ça marche pas du tout. Et du coup, est-ce qu'il va être accepté en apprentissage? Est-ce qu'il va y arriver? Alors, premièrement, on ne sélectionne pas. Voilà, on ne sélectionne pas à l'entrée. Par contre, on fait ce qu'on appelle des positionnements pour effectivement évaluer le niveau des jeunes qui s'adressent à nous. Et ensuite, lorsqu'ils vont avoir trouvé leur contrat d'apprentissage, pouvoir leur proposer le parcours le plus adapté possible. Et si effectivement un jeune a des difficultés scolaires, a des lacunes ou autres, on va pouvoir le mettre sur de l'appui pédagogique de façon à récupérer effectivement ce niveau qui serait pas suffisant. Ou alors s'il a, au contraire, on peut avoir aussi des jeunes qui ont déjà un diplôme et qui finalement font un retour à une autre orientation. Et on va leur proposer là aussi une adaptation de leur parcours peut-être plus réduit que les autres. Donc un contrat d'apprentissage, c'est pas linéaire. On essaie d'une manière générale d'adapter nos parcours de formation, d'adapter les parcours de formation aux besoins des jeunes. Voilà. Et en tout cas, on ne sélectionne pas, donc il n'y a pas un nombre limité de places. Aurélie, oui, quelque chose à rajouter peut-être? Peut-être, oui, dire que c'est ce qui est important vraiment en écho avec ce que dit Marie-Christine, c'est que le choix de l'employeur joue pour beaucoup dans le sens où nous, le CFA, on n'est que un opérateur de ce contrat, mais l'important, c'est la relation entre le jeune et l'employeur. Et après, c'est au CFA de s'adapter, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il fait en entreprise ou autre et de la relation de confiance, c'est à nous d'accompagner le jeune sur cette maturité et de trouver la solution pour que sa formation fonctionne. Donc, si le prof… si le maître d'apprentissage pense que jeune en difficulté, on va être là pour combler ce besoin. Mais nous, en interne,
la lecture, l'écriture, quand vous parlez de quelqu'un qui fonctionne pas à l'école. Moi, je dis toujours en souriant aux parents, quand il rentre en apprentissage, on n'a plus le droit de dire qu'il ne travaille pas. Parce qu'un jeune, quand il est au CFA, de toute façon, il est salarié, donc il travaille. Donc les parents, il ne faut plus dire à votre enfant, vous ne travaillez pas, parce que c'est pas vrai, ça y est, il travaille. Et après, quand ils sont au CFA, le niveau en français, le niveau en mathématiques et tout ça, c'est important, mais j'ai envie de dire, la réussite d'un contrat d'apprentissage, c'est plus l'attitude en entreprise, puis la maturité et la progression dans les activités, le travail en équipe et tous ces comportements, plutôt que le résultat scolaire. Parce qu'on se rend compte que quand le jeune est à l'aise en entreprise et commence à être plus à l'aise, comme par magie, l'école devient aussi plus facile. Et donc, on est là pour les accompagner et proposer du soutien ou autre. Et alors, figurez-vous que moi, je suis un autre parent et figurez-vous que moi, mon enfant, il marche plutôt bien à l'école et qu'à l'école, on m'a dit, mais non, il a des bonnes notes, qu'il n'aille pas en apprentissage. Ça veut dire que l'apprentissage, c'est pas fait pour lui alors? Bien au contraire. Ce qui compte avant tout, c'est ses envies et dans quoi il se projette. Le projet professionnel, c'est ce qui est le plus important. Et bien évidemment, l'apprentissage n'est pas la solution uniquement à ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Bien au contraire. On est dans des métiers, on forme à des métiers passion, on forme à des métiers qui offrent de belles perspectives. Et l'apprentissage, c'est la filière de formation qui va sur tous les niveaux. On commence par un CAP si on démarre, mais on peut aller jusqu'à un bac plus 2, bac plus 3, etc. Donc l'apprentissage s'adapte à tous, bien au contraire. On prend souvent cet exemple-là sur cette écho-là. On demande souvent aux jeunes ce qu'il veut faire dans la vie, mais on lui demande rarement s'il va bien. Et on se rend bien compte qu'on a des ingénieurs qui ont fait des études vraiment importantes et qui font le choix de l'apprentissage et restent sur un CAP parce qu'ils sont très heureux dans ce métier-là. Et paradoxalement, les jeunes qui ont des mauvais résultats à l'école, qui rentrent en CAP et puis qui vont sur un bac pro et qui vont sur un BTS, et même des jeunes qui sont passés par l'apprentissage, qui vont sur des niveaux supérieurs. Et l'important, c'est de faire un métier qui nous plaît et d'être dans un environnement qui nous convient. Donc voilà, alors moi je suis un autre parent, parce qu'il n'y a pas que Julie non plus qui est parent. On a beaucoup d'enfants, Frédéric et moi. Voilà, on a beaucoup d'enfants. Et donc là, voilà, j'ai un contrat d'apprentissage qui est signé parce que mon fils, bon, il est majeur, il vient juste d'avoir 18 ans. Il a signé un contrat d'apprentissage. Mais moi, parent, quand même, j'aimerais bien être un peu au courant de ce qui se passe. Est-ce que je peux aller au CFA? Est-ce que je peux venir quand même suivre les études de mon enfant? Ou bien non, c'est terminé parce que c'est un contrat d'apprentissage. Moi, j'ai plus le droit de regard. Si, bien sûr. Enfin, après, c'est un partenariat. Bien évidemment, nous, on a l'obligation prioritairement pour les enfants mineurs de rendre compte effectivement de la scolarité, mais ça reste bien évidemment un établissement ouvert aux parents. D'ailleurs, au moment des rentrées en apprentissage, on accueille les parents aussi. Voilà, et les portes ouvertes. On a une multitude d'événements qui permettent aussi d'échanger. On fait des réunions de parents. On propose des réunions de parents pour expliquer, bien évidemment, au démarrage de la scolarité, quel est le changement, parce que un apprenti n'est plus élève. Il est bien, comme l'a dit Aurélie, il est toujours salarié, même quand il est chez nous. Donc, les règles sont celles du Code du travail, c'est-à-dire qu'on doit bien évidemment être présent et on ne peut pas sécher les cours. Ça n'existe pas en apprentissage. Voilà, sauf après avoir à s'expliquer avec son maître d'apprentissage. Et non pas avec... Alors, quand on est parent, ça peut être compliqué au départ de comprendre le fonctionnement, dans le sens où si le jeune arrive en retard au CFA, étant donné qu'il est salarié la semaine où les CFA, on va commencer par d'abord prévenir l'entreprise avant le parent. C'est un peu déstabilisant. Mais une des preuves que la place du parent est complètement présente, c'est que les jeunes ont un livret d'apprentissage et chaque semaine, il y a une place pour que les parents puissent noter, informer ou prendre connaissance de ce qui se passe au CFA. S'ils souhaitent donner une information à un professeur ou une équipe pédagogique ou rencontrer un professeur, ils peuvent passer par ce livret d'apprentissage pour suivre la formation de leurs jeunes. Et après, on a un accès en ligne, alors ça dépend des CFA, donc en tout cas chez nous, on a un accès à Ipareo, comme les parents ont connu Pronote au collège. On a exactement le même fonctionnement, ils ont accès au fur et à mesure à ce qui se fait. Et bien sûr, sur rendez-vous, on a très régulièrement des profs ou quelqu'un d'équipe pédagogique qui peut rassurer et accompagner les parents. Mais même s'ils ont leur place, c'est vrai que la personne qu'on prévient avant eux, entre guillemets, c'est l'entreprise, parce que l'entreprise salarie le jeune quand il est au CFA. Quelquefois, quand on est parent, c'est difficile de comprendre.
Alors moi, il se trouve que mon enfant, pendant sa scolarité, il a rencontré des problèmes, hein, des troubles de l'apprentissage. On les appelle les DIS. Voilà, dyslexique, dyscalculique, dyspraxique, etc. J'aimerais bien savoir si cette difficulté cognitive, elle sera prise en compte dans le CFA, si ça va être automatiquement transmis au CFA ou s'il faut faire une démarche particulière pour que ce trouble-là soit reconnu dans son apprentissage. Alors, pour moi, c'est un sujet un peu délicat. Christine, je veux bien que tu prennes la parole et puis je compléterai. Alors, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de l'individualisation. Effectivement, on fait attention à ces problématiques-là et nous avons, nous, des formateurs un peu experts dans ces sujets-là parce que c'est quelque chose d'assez répandu quand même. Hein. Après, on peut avoir effectivement des jeunes qui ont une vraie reconnaissance de travailleurs handicapés. Si c'est le cas, on va pouvoir bénéficier d'aide aussi pour cet accompagnement pédagogique. On va solliciter effectivement des structures spécialisées qui vont nous permettre d'avoir des accompagnements précis. Et puis, ça permettra aussi aux jeunes, au moment de l'examen, de bénéficier aussi de ce qu'on appelle un tiers-temps, d'avoir plus de temps pour passer ses épreuves, d'être accompagné. L'entreprise également peut bénéficier aussi d'une aide. Et on a, dans tous nos CFA, des référents handicap. Tous les CFA ont un référent handicap, c'est une obligation, et donc on a des personnes chargées aussi d'accompagner les jeunes après quelle que soit effectivement la typologie du handicap. Alors c'est une question qu'on a abordée, parce qu'on a eu Charline Bonnet dans le précédent live qui nous a parlé justement qui est référente handicap, donc on a parlé de ça. Et puis moi je vais poser une question, hein, c'est la mobilité. Alors, bien sûr, dans cette période de crise sanitaire, c'est un petit peu difficile, mais on sait que les étudiants, on entend parler des projets Erasmus. Est-ce que j'aurais le droit de compléter par rapport à Odys? Bien sûr, Aurélie. Il n'y a pas de souci. Je mets ma question de côté et je te laisse intervenir alors, sur les 10. Je t'en prie. J'y vais. Tu veux compléter? Donc, ce qui est important aussi, alors je reprends toujours cet exemple-là, mais moi, quand on me sollicite sur le progrès d'un jeune ou me dire il a des difficultés 10, on s'est rendu compte que quelquefois, quand on stigmatise un jeune par rapport à ses difficultés intérieures, on empêche de progresser. Je m'explique. Premièrement, on s'assure qu'il va bien. Deuxièmement, on s'assure que ça va bien dans l'entreprise. Et si tous les profs disent qu'il fait des progrès et qu'il n'a pas forcément encore envie qu'on parle de son problème de dyslexie, on va laisser un petit peu pour voir comment ça se passe parce que quelque chose stigmatisé, c'est pas facile pour eux pour s'intégrer. Et après, quand ils sont en confiance avec tout le monde, on a une cellule d'appui, on a du soutien et ils ont l'impression que c'est eux qui demandent de l'aide en lien avec leur progrès pour montrer qu'ils ont cette autonomie plutôt que de les stigmatiser comme des gens qui ont des problèmes parce que je pense qu'on est plein de gens à avoir des responsabilités où on a les mêmes problématiques et il faut apprendre à les vivre de façon sereine et pas avoir l'impression qu'on est quelqu'un qui a des problèmes, mais bien quelqu'un qui est capable de demander de l'aide ou faire des progrès. Donc moi, c'est vrai que même si systématiquement, ce sont des jeunes qu'on reçoit en individuel, on fait attention de ne pas aller trop vite et de ne pas dire un jeune qui est passé par un parcours difficile, hop, on l'enregistre tout de suite avec beaucoup d'aide, beaucoup d'accompagnement, parce que quelquefois, ils ont aussi besoin qu'on les laisse un petit peu tranquilles, un petit peu respirer. Et c'est à nous de les accompagner et d'être sûrs qu'ils vont bien et qu'ils font des progrès. J'insiste, mais c'est vraiment important parce que même les équipes pédagogiques, les professeurs, quelquefois, ils sourient parce que moi, quand ils me demandent des choses, je dis tu demandes ça pour ce jeune-là ou parce qu'il a ce problème-là. Et je veux toujours m'assurer qu'on fait bien la demande pour le jeune et pas pour le problème du jeune. Voilà. Tout à fait, oui. Et puis en plus, on le voit, parce que ça fait longtemps qu'on est tous dans les CFA, on a des jeunes qui trouvent tellement du sens, en fait, il y a un vrai changement, et que parfois, ces difficultés qu'ils avaient pu rencontrer auparavant, elles ne sont plus si présentes, et du coup, en effet, ce n'est pas nécessaire, et c'était lié à autre chose. Voilà. Donc, oui, j'abordais la question des déplacements hors de la France. On entend les étudiants souvent qui bénéficient de possibilités de partir faire des cours à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert aussi, Marie-Christine, peut-être pour en parler, dans les CFA? Est-ce qu'il y a des expériences de ce niveau-là pour des parcours d'apprentissage hors de France? Oui, nous bénéficions des programmes Erasmus comme les étudiants du supérieur, mais avec des modalités différentes, bien évidemment, puisque nos apprentis sont salariés. Alors, on essaie de faire déjà découvrir
au plus grand nombre par des expériences courtes, 15 jours, 3 semaines, un pays, une activité professionnelle dans un pays d'Europe, quel qu'il soit, et on envoie effectivement des cohortes de jeunes, une douzaine, une quinzaine, ensemble, accompagnés bien sûr de 2 encadrants, dans un stage en entreprise de 2 semaines. Ça, c'est le format le plus court, voilà. Mais c'est déjà énorme parce que pour certains jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager ou de partir hors de France, c'est déjà une découverte à part entière. Et en plus, c'est la découverte du fonctionnement d'une entreprise à l'étranger, de modalités de travail à l'étranger, voire d'un cadre familial parce qu'ils peuvent être hébergés en famille. Bref, tout est découverte. C'est quelquefois aussi la première fois qu'on prend l'avion, la première fois qu'on prend, voilà. Tout est découverte et c'est une expérience extrêmement importante qui va déclencher souvent chez les jeunes l'envie d'aller plus loin et l'envie d'y aller pour plus longtemps. Ce qui est possible, effectivement. Aujourd'hui, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, il est possible légalement de pouvoir vivre une activité, une expérience européenne longue, d'alternance, avec une suspension du contrat de travail. Alors, ce sont des modalités encore un peu confidentielles. On va dire que c'est la réforme de l'apprentissage qui nous a permis de mettre ça en place. Mais pour autant, un jeune qui aurait vraiment envie de compléter son parcours, à la fin de son contrat, il a aussi la possibilité de partir 6 mois, 1 an, avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle dans un pays, poursuivre son apprentissage et travailler dans une entreprise pour avoir une vraie expérience de longue durée. On a, nous, en ce moment, par exemple, des jeunes qui sont, alors j'allais dire à Londres, on peut encore bénéficier de l'Angleterre pour quelque temps, mais on a qui sont partis en Italie, en Espagne, voilà, pour des expériences professionnelles longues et ils apprennent du coup, et ils apportent beaucoup aussi. Ils apportent beaucoup aussi à leur entreprise. Parce que il faut le rappeler que les métiers tels qu'ils sont enseignés en France ont aussi beaucoup de valeur à l'étranger. En écho avec ce qu'on disait avant, ce qui peut être intéressant aussi, on peut imaginer que ce sont les meilleurs qui partent à l'étranger et pas du tout. Encore une fois, c'est vraiment une question d'envie. Un jeune qui a envie de découvrir un pays pendant son apprentissage, il peut partir 15 jours. C'est confortable parce qu'en effet, il y a 2 encadrants, on lui cherche son entreprise, son stage. Même s'il n'est pas autonome, entre guillemets, ou qu'il a vraiment très, très peur, c'est un super défi parce qu'en général, on prend confiance. Et après, quand ils veulent partir après la formation, nous, les jeunes qui sont partis, c'était pas ceux qui avaient les meilleures notes ou autres. Par contre, c'était des jeunes qui avaient une forte ambition professionnelle et qui avaient envie de découvrir le monde et qui partaient se faire plaisir. Et en général, ils font vraiment très, très, très plaisir. D'ailleurs, sur le site de la CMA 79, on a un jeune qui témoigne. Et quand on le regarde, on a tous envie de partir à l'étranger. Effectivement, moi, les témoignages que j'ai pu voir dans le cadre de ces échanges-là sur 15 jours, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui partent avec le trouillomètre à 0, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ils sont angoissés à l'idée de se retrouver dans un pays, ils ne connaissent pas la langue, ils connaissent pas la culture, etc. Et ils reviennent l'avion, enfin tout quoi. Et ils reviennent transformés, enchantés. Même si, comme disait Marie-Christine, ça ne dure que 2 semaines. Et à contrario, on a des entreprises accueillantes qui ont le trouillomètre à 0 d'accueillir un jeune français parce qu'ils ne savent pas parler français et qui sont ravis de les avoir accueillis. On se rend compte que le langage du geste professionnel, il est vraiment universel et que nos outils numériques, Google Translation, etc., sont bien utiles et que quand on veut se faire comprendre, on y arrive toujours finalement. Ça, c'est très positif. Ouais. En France, l'image de l'apprentissage n'est pas toujours au top, on va dire. Et dès qu'on va à l'étranger, moi j'ai eu la chance de participer à cette mobilité européenne. Quand on arrive en tant que professionnel de l'artisanat, on est vraiment des héros. C'est-à-dire que dans le monde, mais c'est vrai, dans le monde, un jeune qui est en apprentissage en France, quand il va à l'étranger, il vient en disant « Oh, mais j'étais vraiment très, très respectée par rapport à mon travail, mon savoir-faire, on est vraiment fort. » Et je crois qu'on ne le met pas assez en avant et c'est important. On ne le sait pas assez en France. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui, post-formation, partent se former, mais travailler aussi, voire créer leur entreprise à l'étranger. Et on a des superbes expériences. C'est vrai qu'on a des métiers passeports, je le dis toujours, ce sont des métiers passeports. Très bien. Alors, moi, j'ai encore un enfant, moi, parce que j'en ai plein.
c'en est un autre. Donc, je m'inquiète beaucoup parce que, bon, moi, mon enfant était à l'école. Hein, et en fait, je voudrais savoir si les diplômes que vous délivrez sont des vrais diplômes. Oui. La réponse est oui. Ce sont les mêmes diplômes. Nous délivrons des diplômes en grande partie de l'éducation nationale. Donc, nous avons les mêmes programmes, les épreuves d'examen sont les mêmes que si votre enfant suit sa scolarité dans un établissement professionnel, dans un lycée professionnel. C'est la même chose au niveau des attendus. Sur le diplôme, il n'apparaît pas, si c'est en apprentissage ou autre, c'est exactement la même valeur et le même diplôme que dans l'éducation nationale. Et donc, il donne la même possibilité de passer des concours, d'accéder à des diplômes de niveau supérieur et de rentrer sur des diplômes de niveau supérieur et même d'aller après vers un niveau bac plus ou universitaire s'ils en font le choix. Très bien. Il y a d'autres diplômes que ceux de l'éducation nationale? Oui. Alors, on a d'autres diplômes. En fonction des CFA, nous, par exemple, on a des contrats de qualification professionnelle qui correspondent à des diplômes métiers de ce qu'on appelle de branches métiers. Et puis, ils sont reconnus par qui alors, ces métiers? Ils sont reconnus, ces diplômes, pardon? Oui, ce sont des diplômes qui sont reconnus par des organisations professionnelles. Ah, d'accord. Voilà. Et après, on peut avoir des diplômes de titres de métier en lien avec les diplômes des chambres de métier en lien avec l'artisanat. Donc, si mon enfant obtient un titre de ce type-là, donc qui n'est pas un diplôme éducation nationale, qu'il obtient un de ces titres et qui se présente après sa formation auprès d'une entreprise pour être embauché, l'entreprise, elle va connaître et elle va être intéressée par le profil de mon enfant avec ce titre-là. Okay. Ce sont des diplômes pour lesquels on a des taux d'employabilité qui sont au-delà de 90% et oui. pour beaucoup d'entre eux, on peut dire 100%. Ouais. Tout à fait. Les titres des métiers ont bien sûr les mêmes niveaux de qualification que d'autres diplômes, mais sont encore beaucoup plus professionnalisants. Vous prenez un jeune qui fait un parcours en pâtisserie, il va commencer par un CAP, il va faire une mention complémentaire, et après il va faire un BTM, brevet de technicien des métiers. Eh bien, je peux être assuré qu'effectivement, à la sortie, il n'a aucun problème pour trouver du travail. Et ce BTM, ça n'est pas un diplôme éducation nationale, donc. Non, c'est un titre des métiers. Donc, on peut commencer avec effectivement une filière, avec un diplôme éducation nationale et enchaîner sur des titres de métier. Et après, poursuivre aussi sur un brevet de maîtrise qui fera l'équivalent d'un bac plus 2 et qui lui donnera là aussi toute l'assise possible pour être chef d'entreprise et piloter aussi des pâtissiers à son tour. Très bien. Écoutez, avant de vous remercier pour votre intervention, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux participants qui nous écoutent, plutôt en lien avec la thématique qui est le point des parents? Voilà, est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez faire passer, rassurer peut-être les éventuels parents avant de nous quitter? Christine, Aurélie, puisque tu as pris la parole. Je commence par Christine, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Par expérience, d'échanger beaucoup avec les parents, souvent le plus compliqué, c'est de réussir à faire confiance dans nos ados, n'est-ce pas, jeunes adultes, et que souvent, quand on est capable d'oser voir de progrès malgré tous les autres problèmes, et qu'on leur fait confiance et qu'on laisse au maître d'apprentissage être son tuteur et l'accompagner. Après, il y a vraiment, dans un CFA, il y a vraiment plein de services. Vous l'avez vu, je pense, tout au long de l'après-midi. Médiation entreprise, PH, soutien individuel, écoute, service éducatif. Enfin, il y a vraiment plein de personnes pour permettre aux jeunes de trouver quelqu'un de confiance qui va mettre la petite pépite et qui fait qu'ils vont se faire plaisir. Et quelquefois, il faut donner plus d'importance à il se fait plaisir plutôt que réussir, parce qu'on réussit quand on commence à se faire plaisir. Voilà, c'est mon mot. Merci Aurélie. Marie-Christine, un dernier mot? Oui, pour rassurer les parents, je pense que effectivement, ce qui est important, c'est que nous avons effectivement, nous sommes vraiment dans l'accompagnement des jeunes. Voilà, c'est très important de penser qu'on est là. Ce sont certes des salariés, ils ne sont plus élèves. On les fait grandir, mais l'entreprise les fait grandir aussi. Et l'accompagnement, il se fait à trois. C'est-à-dire que le partage de l'information avec le maître d'apprentissage est très important. Et effectivement, on est là aussi pour pallier aux difficultés. Comme vous avez évoqué les ruptures de contrat,
eh bien, on va accompagner les jeunes qui peuvent avoir effectivement une rupture de contrat pour retrouver un nouveau maître d'apprentissage. On va faire en sorte que chacun puisse aller le plus loin possible avec les moyens qu'il va se donner aussi, parce que sans la volonté, on ne fait rien, mais on est vraiment dans l'accompagnement le plus personnalisé possible. Il nous reste à vous remercier de vos interventions. Merci, mesdames. Durant ce live. Et puis, nous allons poursuivre, hein, Julie, n'est-ce pas, puisque Marie-Christine a abordé la question. La vie du contrat, parfois, eh bien, ça passe par une étape où on change d'entreprise. Parce que pour X raisons, hein. Et donc on va aborder avec Amandine Firino un temps particulier qui est l'expérimentation qui intervient lorsque il faut passer à une nouvelle étape avant d'aller trouver une nouvelle entreprise pour poursuivre son parcours. Merci encore à vous deux. Aurélie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour Amandine Firino-Martel. En attendant, Amandine, oui. Il ne va pas tarder à arriver. En attendant Amandine qui devrait arriver, nous vous rappelons, une fois de plus, n'est-ce pas Frédéric, que les stands restent ouverts jusqu'à 19h, les stands de ce forum. Il y a même un email pour nous contacter, je crois, Julie, c'est ça? C'est ça. Il y a un email pour nous contacter même après ce forum. Et cet email, avant de laisser la parole à Amandine, c'est support@passion-artisanat.fr. Bonjour Amandine Firino-Martel. Bonjour, désolée, petit problème de connexion, mais je suis arrivée quand même. C'est ça, c'est l'essentiel. Hein, c'est l'essentiel. Vous nous parlez de Charente? Oui, exactement. Moi, je suis à Cognac, là, dans notre CFA. On a 2 CFA en Charente, un à Barbezieux, un à Cognac, pour les CFA Chambre de métier. Donc là, je suis en direct du CFA de Cognac. Très bien. Et vous occupez quelle fonction? J'occupe donc pour la Chambre des métiers de la Charente un poste de médiatrice de l'apprentissage. C'est une formation, plutôt un métier qui vient d'être créé. Normalement, depuis le 1er janvier 2019, auprès de toutes les chambres des métiers, ça a mis un peu de temps pour certaines à se mettre en place, mais ça y est, tout le monde est en place et tout le monde est opérationnel pour faire de la médiation pour ces jeunes qui sont en apprentissage et pour ces entreprises qui font le choix de parier sur l'avenir et de prendre des jeunes pour les former. Alors, pourquoi je sollicite un médiateur et comment je sollicite un médiateur? Alors, pourquoi je sollicite un médiateur? Parce que on le sait tous, hein, dans le cadre du travail, dans la vie de notre contrat de travail, on peut rencontrer différentes problématiques, qu'on soit employeur ou employé. Ça peut être des problématiques de communication, ça peut être des problématiques de droit social, c'est-à-dire liées au droit du travail, à notre convention collective, des problèmes de management, un problème d'équipe, tout un tas de choses qui font que ce contrat, il se passe pas aussi bien qu'il pourrait se passer et on va avoir besoin d'un petit coup de pouce de l'extérieur, d'une personne qui va être tiers à cette relation et qui va pouvoir nous aider à remettre les choses en place, à se dire les choses, à trouver des solutions et à avancer d'une façon ou d'une autre. Et comment est-ce que je peux recourir à la médiation? C'est très simple, vous se rapprochez soit de son CFA, soit de sa chambre des métiers et là encore, on vous mettra directement en lien avec le ou la médiatrice du département. Nous, en l'occurrence, en Charente, on est 2, mais vous trouverez très facilement les contacts. Hein. Ils sont aussi sur tous les sites internet, les choses comme ça. Il suffit d'un numéro de téléphone, d'un petit email. On est très réactifs tous et toujours disponibles. D'accord. Et alors, une médiation, ça consiste en quoi? Alors, en fait, très concrètement, la médiation, c'est à la disposition soit de l'apprenti, soit du maître d'apprentissage. Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Chacun peut décider de faire appel à quelqu'un pour régler une problématique. Une fois qu'on s'est contacté, qu'on s'est rapproché de son médiateur, de celui qui est territorialement compétent, j'ai envie de dire, hein, qui est sur le bon département, on va d'abord avoir un rendez-vous en face à face
Donc, si c'est l'apprenti qui nous a sollicité, le rendez-vous sera en premier lieu avec l'apprenti. Inversement, si c'est le maître d'apprentissage, le but de ce rendez-vous, c'est en toute confidentialité. J'appuie vraiment sur le mot confidentiel, en toute confidentialité et en toute neutralité, de comprendre ce qui se passe, de découvrir la situation, de découvrir l'entreprise, de découvrir les personnes qui sont en face de nous. Dans un second temps, de comprendre ce qui se passe et puis d'essayer d'amener la personne qui est en face de nous à une première réflexion et à une première ébauche de solution. C'est-à-dire, très bien, vous avez une problématique dans votre entreprise, vous avez par exemple un jeune qui passe son temps sur son téléphone, qui est en retard tous les matins. Je suis désolée, hein, je vais dans les clichés, mais on en voit aussi des clichés. À côté de ça, est-ce que ce jeune-là, vous trouvez qu'il a investi? Est-ce que vous êtes contente du job qu'il fait? Est-ce que vous avez envie de continuer à vous investir dans sa formation? Si le maître d'apprentissage vous dit « Non, mais moi, là, j'en peux plus, je lui ai fait déjà 2 avertissements, j'ai vu les parents en peuvent plus non plus, on ne sait plus quoi faire, moi, j'ai tout donné, j'ai plus confiance. » Bon, peut-être que dans ce cas-là, on va recevoir le jeune et on va accompagner les deux vers une résiliation, si le jeune aussi a envie d'y mettre un terme. Mais peut-être aussi que dans cette situation, le maître d'apprentissage va dire « Non, mais à côté de ça, moi, j'ai un super jeune, je sais que je peux lui faire confiance, j'ai jamais eu un apprenti aussi investi. » Auquel cas, on peut se dire « Bon, ben, voilà, on sait que y a des choses à mettre en place avec cette entreprise et peut-être que un vrai recadrage avec le jeune, eh ben, ça va suffire à remettre les choses sur les rails et à faire poursuivre le contrat. » Donc ça, c'était dans un premier temps. On a d'abord un premier rendez-vous avec la personne qui nous a sollicité. Et dans un second temps, on fait la même chose avec l'autre personne. Je pourrais dire l'autre partie, mais ça fait un peu, je trouve, judiciaire ou un peu opposition, alors que là, on n'est pas l'un contre l'autre, quoi. On est vraiment voilà, dans le cadre un peu comme si c'était un couple, en fait, et qu'on voulait poursuivre l'histoire et continuer à créer quelque chose. Donc, une fois qu'on a fait le point avec cette deuxième partie, et qu'on a aussi commencé à faire des ébauches de solutions, c'est-à-dire que vous avez le jeune qui vous dit « Ouais, je sais, voilà, je suis en boulangerie-pâtisserie, il faut que j'y sois tous les matins à 6 heures, sauf que je joue sur ma console tous les soirs jusqu'à 11 heures ou minuit et le réveil à 5 heures, je ne l'entends pas. Je sais, les semaines où je suis en entreprise, il faut que j'arrête. » Bon, bah là, c'est pareil. On se dit qu'on a quelque chose, il nous donne quelque chose pour qu'on puisse faire qu'on va repartir sur de bonnes rails. Donc, second rendez-vous en tête-à-tête avec la deuxième partie. Et ensuite, le but, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de permettre à chacun de s'expliquer, de dire ce qu'il pense, comment il voit les choses, comment il est prêt à changer, sur quoi est-ce qu'il peut s'améliorer, et puis conduire employeur et employé, puisque c'est un contrat de travail, hein, on l'a dit tout à l'heure aussi, conduire tout le monde à trouver des solutions pour, si c'est possible, poursuivre le contrat d'apprentissage dans de bonnes conditions. Tout à fait. Donc, Amandine, on a vu tout au long de cette journée, on a vu, merci pour votre intervention et la précision de ce qu'est cette médiation. C'est vrai qu'on a vu au travers de toute la journée des intervenants qui nous ont parlé de l'accompagnement, comment dans les CFA, il y a des équipes qui sont présentes tout au long de la formation de l'apprenti, des réunions, des suivis. Et on a, je dirais, ce travail de fond hein, qui se fait tout au long de l'année. C'est ça que puisque là, parmi les auditeurs peuvent se dire ah mais oui mais là c'est le bout quoi en fait c'est quand tout ça n'a pas pu aboutir et que on va dire que les régulations qui étaient possibles tout au long de la formation elles n'ont pas pu aboutir et qu'on a un employeur ou un apprenti qui dit tout simplement voilà moi j'ai plus de solution et c'est à ce moment-là si j'ai bien compris que le médiateur intervient et qu'il est sollicité pour trouver une solution comme vous le présentez. Alors, c'est vrai que, oui, je suis d'accord avec vous, ça peut être en bout de course. On intervient aussi en amont. On fait beaucoup de prévention quand il y a les rentrées, quand il y a des réunions maîtres d'apprentissage, on se présente, on leur explique que maintenant, les médiateurs ont été mis en place auprès des chambres des métiers pour les aider, pour les accompagner. Donc, on n'a pas envie d'avoir juste cette place en bout de course parce que l'idée, c'est que plus vite on va intervenir dans une problématique, plus de chances il y aura de sauver le contrat. Quand on intervient au moment où on a tout essayé, c'est trop tard. Alors que parfois, un petit problème,
du départ, il ne faut pas grand-chose, il ne faut pas beaucoup de temps pour le solutionner. On laisse la situation pourrir et puis on arrive au point où on n'en peut plus en fait. C'est vraiment un message très, très fort ce que vous venez de dire. Là, on est sur un live qui s'appelle Le Coin des parents et je crois que c'est un message très fort et très important à communiquer aux parents qui nous écouteraient. C'est qu'un problème, il va être pas grand-chose à régler tant qu'il est petit et que plus le problème est petit, plus il faut se tourner vers les interlocuteurs du CFA. Il y a des professeurs référents, il y a des CPE, etc. Il y a la médiation, etc. Plus le problème est petit, moins on risque d'aller vers une rupture du parcours du jeune qui serait négative, enfin une fin négative, une sortie négative du parcours du jeune. Et que vraiment, il faut se tourner vers le CFA, les structures d'accompagnement dans le cadre de l'apprentissage, tant que le problème est petit, justement. Il ne faut pas attendre que le problème devienne insoluble, parce qu'on n'est pas Superman et que finalement, nous aussi, un problème insoluble, on ne saura pas le résoudre non plus. On est tout à fait d'accord. Voilà. Je dis souvent que je ne suis pas magicienne, donc c'est exactement ça, ouais. C'est ça, c'était pour ça que j'étais intervenue, parce que voilà, c'était pour pas penser que vous arriviez à la fin et que vous étiez un maillon aussi de cette chaîne qu'on a vu toute la journée, en fait, qui est là pour accompagner les jeunes. Et pour autant, là, je sais que, bon, voilà, puisqu'on travaille dans une chambre de métier, dans des CFA, il y a la possibilité, malgré tout, le temps que on retrouve une nouvelle entreprise, le jeune puisse retrouver une nouvelle entreprise. Il y a un temps, la formation peut continuer au CFA pendant un délai de 3 mois pour qu'il puisse rebondir. Voilà, là, il n'y a pas un arrêt brutal, c'est ça. Non, non, tout ne s'arrête pas. Effectivement, si jamais il devait y avoir rupture, le jeune a la possibilité de poursuivre sa formation pendant 3 mois. C'est un programme qui s'appelle ASP. Et puis, évidemment, c'est ce temps-là pendant lequel aussi il est accompagné par toutes les conseillers, conseillères des CFA, etc. pour rechercher une nouvelle entreprise. Donc oui, si jamais il y a jusqu'à résiliation du contrat d'apprentissage, ça ne veut pas dire on se rassure là-dessus, la fin de la formation et puis tout est perdu et mon enfant n'aura jamais son examen. Oui. Une résiliation de contrat ne rime pas nécessairement avec sortie négative du parcours. Non. Et puis même une résiliation, j'ai envie de dire que c'est pas toujours négatif. On ne peut pas toujours bien s'entendre. Voilà, c'est une expérience plutôt avec certainement plein de choses positives. Ça permet aussi aux jeunes de se dire peut-être qu'une entreprise de telle taille ou une entreprise qui travaille de telle façon, c'est pas quelque chose qui me convient. Et ça va pouvoir l'aiguiller sur la suite et sur la prochaine entreprise qui va devoir démarcher. Oui, et puis c'est ça le monde du travail aussi. Je veux dire, voilà, c'est tout un chacun est confronté à ce type de situation. Ça se vit aussi en apprentissage, en effet, et on en a eu souvent l'expérience. C'est parfois souvent positif d'ailleurs, parce qu'il y a un rebond qui se produit, un positionnement qui est différent avec une autre entreprise, et très très souvent qu'il y a une sortie très positive. Oui, et puis tout à l'heure, vous parliez, je vous écoutais, d'accompagner les jeunes, de les voir grandir, ils grandissent en entreprise. C'est souvent leur première expérience professionnelle. Ils découvrent le monde professionnel, ils le découvrent un peu à la maison avec leurs parents, par exemple. Mais pour autant, ça peut être un choc entre ceux qui sortent de 3e, de collège, de seconde, et puis tout d'un coup qui arrivent dans l'apprentissage, dans le monde du travail. Faut pas oublier qu'ils signent un contrat de travail, qu'un apprenti, c'est aussi un salarié comme un autre, avec des droits et des obligations. Donc, voilà, de temps en temps, de rencontrer le médiateur qui va faire un petit rappel sur tout ça et qui va expliquer ce que c'est que le monde du travail, c'est pas inutile pour poser les choses et puis pour avancer, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre. Mais c'est vrai que, bon, c'est une découverte et parfois, elle peut être un petit peu violente pour les jeunes qui sont un peu laissés vivre jusqu'à maintenant et qui découvrent une nouvelle vie avec l'apprentissage. D'où l'intérêt, merci beaucoup Amandine, d'où l'intérêt d'un accompagnement des parents dans ce parcours pour leurs petits, leurs enfants qui quittent un monde scolaire un peu coucounant vers ce monde du travail. Et donc, c'est certainement pas le moment pour les représentants légaux et les parents de lâcher leurs jeunes, mais de les accompagner du mieux qu'ils le peuvent dans tout ce parcours-là. Merci beaucoup, Amandine. Avec plaisir. Merci, Amandine. Pour tous vos éclairages.
sur la médiation de l'apprentissage. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Voilà, Julie, on arrive au terme de cette journée de live. Voilà, hein, tout ça avec beaucoup d'interventions diverses et variées, d'éclairage sur l'apprentissage, en espérant qu'on a permis… Quelques bugs techniques que nous avons surmontés malgré tout. Tout à fait, hein, tout à fait. Alors, faut le dire aussi, c'était notre premier salon virtuel. En tout cas, on espère que ça a pu apporter le plus d'éclairage possible à tous les participants présents. Les stands sont toujours ouverts, bien sûr, dans le salon virtuel. Tout à fait. Il me reste encore à te remercier, Julie, et puis à remercier toutes les équipes, le support communication de la Chambre des métiers de l'artisanat de région qui nous a permis d'avoir ce dispositif. Voilà. Et puis je te laisserai le mot de la fin, hein, puisque ça sera beaucoup mieux. Et à très bientôt à vous tous dans nos CFA et pour les jeunes futurs apprentis. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous et à toutes pour la participation et l'engagement dans ce forum. À bientôt. À bientôt, Julie. Au revoir. Au revoir.